Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui pour l'interview Laurette Onkelings. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là en tant que président de la Fédération bruxelloise du PS, mais aussi chef de groupe pour le PS à la Chambre, avec ces deux casquettes-là. Mais on va parler de Bruxelles et notamment de ce qui a intéressé tout le monde ces dernières semaines, les tunnels, le tunnel Stéphanie, le tunnel Léopold II. Est-ce que vous avez une solution miracle en la matière? Alors, il faut une solution, mais pas simplement pour Stéphanie et Léopold II, mais pour l'ensemble des tunnels. Et pour cette solution-là, il faut d'abord savoir l'état réel de nos tunnels à Bruxelles. Il y a une vingtaine de tunnels. Moi, je voudrais bien voir clair sur l'ensemble des tunnels. Parce que si on rénove les deux, et puis que tout à coup, des pierres tombent dans un troisième, on sera de toute façon dans la mouise. Donc, avoir cette semaine une information claire sur l'état de l'ensemble des tunnels. Et deux, avoir cette semaine la vision du gouvernement en fonction du rapport pour, voilà, on rénove, on commence par celui-ci, on fait ceci pour les plans de circulation, on travaille avec le fédéral pour le RER, éventuellement on ferme, mais je ne crois pas, un tunnel, ça je n'y crois absolument pas. Donc c'est vraiment cette vision-là qu'on attend pour la fin de la semaine. Et fin de semaine est prévu un débat à la commission de l'infrastructure, d'ailleurs au Parlement bruxellois. Absolument. Donc ça tomberait parfaitement bien de le faire maintenant. Ça tomberait bien, le gouvernement pourrait venir très clairement en disant « Oui, nous avons un problème, voilà la solution ». C'est ce que tous les Bruxellois attendent, les Bruxellois mais aussi les nafteurs, puisqu'il y a 377 000 nafteurs qui viennent travailler à Bruxelles. Donc ça concerne l'ensemble de la Belgique. Et donc il faut que ce gouvernement puisse, d'ici la fin de la semaine, devant le Parlement, dire « voilà ma vision, voilà ma solution ». Alors donc, ok, ça c'est votre vision pour la solution, enfin pour un début de solution. Mais est-ce que vous avez, vous, une préférence pratique? Par exemple, Yvan Mayer disait on a absolument besoin de ces tunnels, il faut absolument trouver un moyen de les réparer, même provisoirement, pour ne pas les fermer. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Dans la situation actuelle, on n'a pas 20 ans pour réfléchir. Dans la situation actuelle, il faut conserver les tunnels et donc, en même temps, avoir en tête, évidemment, la sécurité des usagers. On ne peut pas se permettre qu'il y ait un accident. Mais d'un autre côté, essayer d'aller au plus vite pour que les ennuis de circulation qui étouffent Bruxelles se résolvent. Oui, parce qu'on parle d'asphyxie de Bruxelles. Absolument. Ce qui veut dire que ça ne suffit pas de se dire qu'on va rénover les tunnels. Il faut absolument désengorger Bruxelles. Et donc, pour ce faire, il faut le RER. Pourquoi le RER? On le sait. Mais attendez, avant de parler du RER et des solutions un peu moyen terme, d'abord à court terme, il y a aussi des gens qui disent pourquoi ne pas réouvrir le piétonnier? Ça permettrait peut-être de faire passer davantage de voitures. Pourquoi ça n'a rien à voir? Le piétonnier, comme le dit Yvan Mayer, il a totalement raison. Le piétonnier vis-à-vis de Louis, ça n'a strictement rien à voir. Non. Donc le piétonnier, on ne va pas y toucher, on va continuer dans la direction. Par contre, il faudra à très court terme un plan de circulation. Aujourd'hui, le ministre Smet voyait les bourgmestres concernés, Bruxelles-Ville, Ixelles, Saint-Gilles, pour régler le plan de circulation. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire, régler le plan de circulation et voir comment réduire les délais pour rénover Louise. Donc agir dans l'ordre. Exactement. Alors donc ça c'est pour l'action maintenant, la semaine, vous le dites. Avant de parler de l'avenir, le passé. À qui la faute? Qui s'est trompé? Qui a mal rénové? Pourquoi on n'a pas bien maintenu ces tunnels? Quelle est la réponse à cette question-là? Est-ce que vous vous sentez coupable? Titre personnel, je l'ai appris comme vous, au même moment que vous. Et donc, par exemple, vous savez que j'ai formé ce gouvernement autour de la table. À aucun moment, qui que ce soit a évoqué une problématique tunnel. Et donc voilà, je tombe de ma chaise, c'est incroyable, c'est intolérable. Et donc effectivement, il faut qu'au niveau du Parlement, dans les commissions mobilité et infrastructure, on puisse se donner le temps d'une transparence la plus complète. Voilà, donc je crois que c'est vraiment ça, utile de comprendre. Mais est-ce qu'on manque de spécialistes à Bruxelles en la matière? Est-ce qu'on manque d'experts ou bien on ne les écoute pas? L'un ou l'autre, et ça, ce sera au Parlement de le dire. Est-ce que, par exemple, Bruxelles Mobilité est suffisamment outillée sur la problématique des tunnels? Quel type de supervision auparavant
on réalisait sur l'état des tunnels. Vous savez, c'est des vieux tunnels qui existaient avant la création de la région de Bruxelles. Donc, il y a des tas de questions sur la vision aussi qui va se poser au Parlement. Ça va être des débats intéressants. Alors, justement, sur cette vision, vous parliez rapidement du RER. Donc, il faut effectivement maintenant penser à un plan de mobilité global pour ça, Bruxelles. C'est clair. Et donc, vous savez qu'on a fait une grande priorité au niveau budgétaire pour la mobilité dans ce gouvernement, pour le métro. C'est un cheval de bataille. Donc ça, vous y tenez, le métro. Moi, j'y tiens. Pas question de laisser tomber le métro au profit des tunnels. Monsieur Deleuze, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, c'est un peu dire. Hein. Ça fait des années que je me bats et parfois j'étais en opposition avec certains partis bruxellois, mais le PS a toujours voulu le métro. Donc le métro, plus de bus, plus de trams, ça a été dans les priorités de la STIP. Par exemple, près de mémoire, quelque chose comme 172 bus en plus, 29 trams en plus. Donc il y a vraiment une mobilisation. Mais les pistes cyclables, 80 km de pistes cyclables en plus, c'est très important. Mais aussi, il faut le RER. Pourquoi ? Parce que ça permet aux nafteurs de s'arrêter avant l'entrée de Bruxelles et d'être transportés par le RER au cœur de Bruxelles. Et là, c'est une interrogation très importante. Est-ce que oui ou non, ce qu'on nous promet, ce qu'on promet aux Bruxellois depuis des années va bien se faire? Les dernières informations que l'on a démontrent que la SNCB veut faire des économies sur le RER, c'est-à-dire des économies contre Bruxelles. Et ça, ce n'est pas acceptable, donc il faudra un dialogue avec le gouvernement fédéral. Alors, le dialogue avec le gouvernement fédéral, il existe au sein de Belliris. Là, il s'agit de grands équipements. Et là, dedans, il y a les travaux du métro. Mais on n'a pas prévu les travaux du tunnel dans ce Belliris. Exactement. Et donc, je pense que comme deuxième thème, à côté du RER, il y a certainement celui de Belliris. C'est une enveloppe, donc c'est 125 millions d'euros. Vous avez géré pendant 15 ans. J'ai géré pendant très longtemps, où on a pu donner des moyens pour les espaces verts, pour les routes, pour les contrats de quartier, etc. Mais le gros problème depuis ce gouvernement, c'est que l'ANVA, et le MR n'arrive pas à contrer ça, veut prendre une part très importante des fonds Belliris, non pas pour Bruxelles alors que c'est notre dû, mais pour des bâtiments fédéraux. Donc il faudra aussi en discuter. Si ces moyens-là pouvaient en tout ou partie servir au tunnel, ce serait un début de solution. Et donc avec l'argent qui viendrait du fédéral et le même argent qui viendrait de la région en direct. C'est de l'argent de Bruxelles. C'est de l'argent affecté à Bruxelles. Affecté à Bruxelles dans le cadre d'une loi. Et donc, ce n'est pas de l'argent frais nouveau. D'accord. Il y a aujourd'hui, le CRISP publie une étude, et ils ont interrogé les parlementaires du pays, et ces parlementaires disent que finalement, au bout du compte, ils trouvent qu'on a peut-être un peu trop défédéralisé, qu'il faudrait peut-être un peu davantage refédéraliser. Est-ce que c'est votre avis aussi qu'on a été trop loin dans les réformes? Ce n'est pas qu'on a été pas assez loin ou trop loin, c'est qu'on ne savait pas faire autrement. Puisque tous les partis flamands voulaient une grande réforme de l'État et que la NVA voulait, elle, pratiquement la dissolution de l'État. Donc on n'aurait pas pu faire autrement. Et heureusement qu'on l'a fait. Rappelez-vous le nombre de jours de crise. Près de 550 jours, si je me souviens bien. Donc, est-ce que maintenant, les choses ont changé? Est-ce qu'au fédéral, tout à coup, l'ambiance a changé? Alors, j'entends bien les résultats de l'enquête, mais moi, je vis au Parlement fédéral très souvent, et ce n'est pas ça que j'entends du côté de mes collègues flamands, en tout cas. Oui. Donc, vous n'y croyez pas encore spécialement? Non, malheureusement. Bon. On avait aussi parlé en matière d'enseignement, par exemple, d'essayer d'améliorer les choses. La communauté française, la fédération est un peu faible, a dit Didier Reynders. Pourquoi pas régionaliser certaines choses? Et là, vous le suivez là-dessus? Non, alors Didier Reynders, il dit « et si on éliminait la communauté française ?» Et ça, de nouveau, c'est de se mettre dans la gueule du loup. C'est incroyable, ces MR, ils ne comprennent pas le jeu de la NVA. C'est faire le jeu des Flamands. C'est casser la solidarité entre les francophones de Bruxelles et de Wallonie. Donc ça, il n'y en a pas question. On ne demande pas de réforme de l'État, nous. Non. Ce que l'on veut, c'est un dialogue entre les régions et la communauté pour voir, sans avoir besoin de changer la Constitution ni rien, voir comment on peut le mieux gérer, adapter les compétences. Bon, certaines compétences de la communauté peuvent effectivement
être pris en charge par les régions et peut-être certains éléments des régions peuvent être pris en charge par la communauté. Alors, hier, lors des vœux du PS bruxellois, vous avez beaucoup parlé d'emploi, de chômage. C'est quand même un problème principal, un des problèmes principaux à Bruxelles. Et vous êtes félicité de la baisse des chiffres du chômage, notamment sur les jeunes. Mais est-ce que cette baisse est-elle une baisse réelle ou bien elle n'est due finalement qu'à l'expulsion de certains du chômage? Non, il y a une augmentation du nombre d'emplois. Donc il y a une augmentation du taux d'emploi à Bruxelles. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et donc c'est vrai, grâce aux acteurs économiques et sociaux, bien entendu, mais grâce aussi aux politiques nouvelles, on est reparti à la conquête du plein emploi. Vous savez, quand on a sorti les socialistes, la garantie emploi jeune, on nous disait qu'est-ce que c'est que ça. Et maintenant, ça donne des résultats formidables. Ça permet aux jeunes qui sortent de l'école d'avoir immédiatement, enfin dans les quelques pour les semaines moins de qui 25 suivent, ans, ça, hein. voilà, un emploi, une formation, un stage. Et en 2016, on repart au combat. En 2016, l'objectif, c'est de ne plus avoir aucun jeune qui soit chômeur de longue durée, grâce au contrat d'insertion. Voilà. Vous avez un jeune, il a eu des stages, etc. Mais malgré tout, après 18 mois, il n'a toujours pas trouvé d'emploi. On lui garantit un contrat. C'est révolutionnaire, c'est pour 2016. Mais il faut aller plus loin. Et donc, effectivement, j'ai mis des nouvelles idées sur la table. Alors, il y a les idées que porte le Parti socialiste depuis très longtemps de la réduction du temps de travail. Oui, c'est dans l'air du temps. Oui, et c'est une bonne chose. Quand vous pensez que des experts nous disent, vous savez, avec la révolution numérique, on va détruire 47% des emplois, notamment sous-qualifiés. Bah, ça fait froid dans le dos. Donc il faut une réponse. Et la réponse, c'est aussi le partage du temps de travail. Mais j'ai parlé aussi d'une nouvelle initiative qui sont des quartiers zéro chômage. Mais c'est quoi ces quartiers zéro chômage? Eh bien, donc ça vient d'être voté en France. D'ailleurs, majorité opposition ensemble, avec ATD Carmonde, où on se dit, dans certaines zones, quartiers ou parties de quartiers, la situation est tellement dramatique qu'il faut que pouvoir public et entreprises se mettent d'accord pour partir, non pas des besoins des entreprises, mais des besoins de la population en matière d'environnement, de services, etc., des capacités des chômeurs, parce qu'ils ont des qualifications, ils ont des capacités, et de pouvoir offrir à chacun un contrat de travail à durée indéterminée. Et pourquoi je veux qu'on parte là-dedans? Vous savez, on vit dans une situation très difficile. Vous avez eu le lockdown de Bruxelles, les actes terroristes, ça a fait peur à tout le monde. On a répondu en termes de sécurité et il fallait le faire. Mais la peur est parfois mauvaise conseillère, donc les discriminations ont recommencé, la parole raciste a recommencé. Et on est en train de fabriquer des radicalisés, notamment dans des quartiers où il n'y a pas d'espoir. Ils sont de plus en plus discriminés. Donc il faut donner du travail. Ils sont humiliés et il n'y a pas d'emploi. Et ça, c'est inacceptable. Donc repartir à la conquête du plein emploi, c'est vraiment notre objectif. Laurette Onkelings, merci en tout cas d'être venu nous expliquer ça aujourd'hui. Demain, nous recevrons Christos Doulkeridis à votre place. Bonne journée à tous.